Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la communication judiciaire du procureur de la République. On évoquera également la clause de renouvellement d'un bail commercial à la valeur locative de marché. Et enfin, quel risque de fraude en matière de conformité dans les prochains mois? On commence tout de suite cette émission avec Valérie Odile Dervieux, présidente d'une chambre d'instruction près de la Cour d'appel de Paris, également déléguée régionale unité magistrat SNM-FO pour évoquer la communication judiciaire du procureur de la République. Valérie Odile, bonjour. Bonjour. Comment peut-on définir la communication judiciaire du procureur de la République ? Alors, la communication judiciaire du procureur de la République relevait plusieurs aspects. Il y a bien évidemment un aspect institutionnel, c'est-à-dire présenter l'activité du parquet, présenter la politique pénale du parquet, une communication interne ou destinée aux partenaires, dire comment on va faire les choses, participer aux réunions qui sont d'ailleurs obligatoires avec les décideurs locaux, et puis une communication à destination du public, c'est la communication judiciaire telle qu'elle est organisée par l'article 11 du Code de procédure pénale. Je crois que c'est notre sujet aujourd'hui. Alors, une circulaire du 19 janvier 2023 introduit un certain nombre de changements. Quelles sont les modifications ? Alors, la communication judiciaire du procureur de la République a été instaurée par une loi, la loi dite présomption d'innocence en 2000, et elle permet au procureur de la République de communiquer sur les affaires en cours. Alors, pas communiquer n'importe comment, il s'agit de communiquer pour éviter les déformations, éviter les rumeurs et préserver ainsi l'ordre public. La grande modification qui a été introduite finalement par la loi du 21 décembre 2021 dite sur la confiance dans les institutions judiciaires, c'est qu'elle permet désormais au procureur de la République de communiquer dans des champs beaucoup plus vastes, puisqu'on est passé de l'ordre public à l'intérêt public. Et la circulaire, dont vous venez de parler, décline les modalités de cette nouvelle communication. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est très nouveau, c'est que désormais, le procureur peut communiquer non pas par nécessité, mais par opportunité, ce qui ouvre un champ de questions assez grand, on va dire. Donc un champ de questions assez grand, d'autant plus que j'ai envie de dire, la demande est forte, il y a une pression médiatique des chaînes d'infos. Alors comment faire dans ce contexte pour le procureur de la République ? Eh bien justement, c'est là tout l'enjeu de ces nouveaux textes, c'est-à-dire de répondre aux nécessités de l'ordre public et de l'intérêt public sans aller au-devant des revendications des médias et des chaînes d'information en continu. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'il faut donner des éléments objectifs, sans prendre parti sur les charges ou les éléments à charge ou les éléments à décharge, sans porter atteinte à la présomption d'innocence et en respectant bien évidemment les victimes ou les parties civiles. Donc on est vraiment dans un moment où la communication du procureur de la République est extrêmement sensible et délicate. Et on se demande, les professionnels du droit, les avocats notamment, et puis aussi les personnes, comment le procureur de la République va gérer ça. Ce qui est intéressant, c'est que depuis cette loi dite sur la confiance dans les institutions, la justice est tenue de communiquer. Alors, elle doit communiquer par les médias avec l'enregistrement des émissions. C'est l'émission Justice en France. Elle doit communiquer également par l'intermédiaire du procureur de la République. On a demandé aussi au procureur de la République d'être plus réactif, d'être plus professionnel. Un marché a été passé avec une agence de communication pour aider les procureurs à communiquer. Et on se retrouve maintenant devant un champ très vaste de questions, champ qui est réactivé quasiment tous les soirs sur certaines chaînes d'information en continu. Comment peut-on faire face à ce flux d'informations qui peut interroger sur la question suivante, est-ce que le secret de l'instruction et de l'enquête existe encore ? Alors justement, comment faire pour respecter la présomption d'innocence et comment préserver le secret de l'instruction ? Alors, certains disent que ça n'existe plus et très paradoxalement, la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire augmente les pénalités, enfin ce qu'on incourt si on ne les respecte pas, les sanctions, merci, et permet au procureur public de parler plus des procédures. Donc,
Comment respecter ces autres items qui sont les principes de notre procédure pénale, la présomption d'innocence? Eh bien, je sais pas. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. C'est peut-être pour ça que le ministre de la Justice a demandé à des agences de communication de donner des conseils aux procureurs. Je pense que les procureurs sont très attachés, bien évidemment, aux principes généraux du droit à la présomption d'innocence. Mais on a vu dans l'actualité certains avocats qui critiquaient la manière de communiquer des procureurs. Donc, on se trouve vraiment à un moment tout à fait capital pour cette question. C'est-à-dire, jusqu'où ne pas aller trop loin. Alors justement, comment vous voyez l'avenir de cette communication? On en demande toujours plus, hein. La pression est très très forte, il y a beaucoup d'affaires médiatiques. Alors, quelles sont les perspectives pour les magistrats? Ce qui est quand même assez inquiétant, je trouve, c'est que dans justement la circulaire sur la modification de l'article 11 du Code de procédure pénale, il est indiqué qu'il faut répondre aux revendications et aux demandes des chaînes d'information en continu. C'est la première fois que cette expression figure dans un texte qui est diffusé aux magistrats. Ce n'est qu'une circulaire. Mais bon, donc comment concilier cette communication sur les affaires en cours et la préservation des intérêts des uns et des autres? Eh bien, il faut trouver un juste équilibre. Je ne sais pas comment on va y arriver, à vrai dire, c'est la question, c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse au sujet. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les magistrats du parquet restent garants de ces règles, de la présomption d'innocence, restent garants aussi du respect dû aux victimes et de la sérénité qui doit présider au débat, et que leur demander en même temps de courir après les chaînes d'information en continu, c'est peut-être le paradoxe de notre temps. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside et on va parler de la clause de renouvellement d'un bail commercial à la valeur locative de marché avec mon invité Nicolas Pchibich, associé chez Gouache Avocats. Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelle est la différence entre la valeur locative de marché et la valeur locative du Code de commerce? Alors, la valeur locative de marché, c'est ce qu'on appelle la loi des parties, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc, elle est très souvent bien supérieure à la valeur locative du Code de commerce. Parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle les pas de porte ou les droits d'entrée, c'est-à-dire que les bailleurs veulent, en plus d'un loyer périodique, une somme d'argent pour louer leur local. Le Code de commerce, il détermine la valeur locative lors d'un renouvellement du bail. Et ce renouvellement, on fixe un nouveau prix qui est déterminé par la destination des lieux, c'est-à-dire l'activité qui est exercée, les caractéristiques des locaux, les obligations des parties, donc c'est les clauses qui sont dans le bail, les facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire tout ce qui entoure, tout ce qui se passe autour du commerce considéré, et les prix pratiqués dans le voisinage, c'est-à-dire les fixations judiciaires, les renouvellements amiables, et parfois aussi les valeurs de marché. Alors, les bailleurs commerciaux ont tendance à intégrer dans leur baux des clauses de fixation de loyer au bail renouvelé à la valeur locative de marché. Quelle est la validité de ces clauses? Alors, aujourd'hui, elles sont valides parce que les articles L145, 33 et 34, qui déterminent juridiquement la fixation du loyer, ne sont pas d'ordre public. Donc, on peut y déroger et fixer le loyer du renouvellement du bail à la valeur de marché, ce qui fait que cette valeur du prix du bail renouvelé sera supérieure à la valeur locative. Mais si on pousse un peu le raisonnement, on sait que dans le statut des baux commerciaux, il y a des dispositions d'ordre public et notamment le droit de percevoir une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail. Donc, l'indemnité d'éviction peut se calculer notamment selon ce qu'on appelle la valeur de droit au bail. C'est la différence entre la valeur de marché et le prix du bail s'il avait été renouvelé. Donc, si on renouvelle à la valeur de marché, l'écart est nul et de fait, on prive le locataire de percevoir une indemnité d'éviction. Donc, vu que le droit au renouvellement et son corollaire, l'indemnité d'éviction, sont dispositions d'ordre public, on peut estimer que la clause de renouvellement du bail au prix de marché peut être réputée non écrite. Qu'en est-il de la révision du prix d'un loyer d'un bail commercial? Il y a plusieurs moyens de réviser les baux. Donc, il y a L145-38 et L145-39. L145-38, c'est ce qu'on appelle la révision triennale. La lettre recommandée, on va dire que c'est une ancienne méthode aujourd'hui parce que tout le monde met
des clauses d'indexation dans les baux commerciaux. Il y a une autre possibilité de L145-38, c'est lorsqu'il y a une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité qui génère une variation du prix de plus de 10%. C'est assez rare, mais ça existe. Et sinon, L145-39, donc c'est la clause d'indexation. Chaque année, ça varie selon les variations de l'indice. Et l'autre moyen, c'est lorsqu'il y a une augmentation trop importante de l'indice, notamment l'ILC, quand il varie de plus de 25%, eh ben on peut fixer le prix à la valeur locative. On peut revenir en fait au prix initial, plus ou moins. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Les bonnes pratiques seraient, alors d'une part, de faire évoluer la jurisprudence et voir si les loyers, si les clauses de loyer à la valeur locative de marché peuvent être annulées. Et en matière de révision, dans les centres commerciaux, compte tenu du loyer binaire, on a souvent un loyer binaire, c'est de permettre la révision du loyer dans les centres commerciaux, parce que ça, c'est une disposition d'ordre public. Donc, on ne devrait pas empêcher cette révision. Et également aussi faire entrer l'article 1195 du Code civil, c'est-à-dire la révision pour imprévision dans le bail commercial. On va suivre tout ça avec intérêt. Avec grand plaisir. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Quels sont les risques de fraude interne dans les entreprises dans les prochains mois? On en parle tout de suite avec mon invité, Jean-Marc Lefort, associé chez KPMG. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de m'avoir invité. Alors, dans quelle mesure l'instabilité économique favorise-t-elle les fraudes internes dans les entreprises? Alors, premièrement, il est toujours difficile d'évaluer le phénomène de la fraude interne en entreprise, puisque par essence, effectivement, c'est un phénomène qui est dissimulé, qui est caché. Prenons un exemple, si vous avez une augmentation singulière du nombre de fraudes en entreprise d'une année sur l'autre, s'agit-il d'une véritable augmentation de la fraude ou y a-t-il plus de fraudes qui sont simplement découvertes? Donc difficile de répondre à la question. Alors, si l'on tente néanmoins de faire un lien entre instabilité économique d'une part et fraude interne, je dirais que l'instabilité économique par nature va augmenter la pression sur les salariés qui vont être amenés en période d'incertitude à essayer au maximum d'atteindre des budgets qui leur sont donnés, atteindre des budgets en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, et ça crée une pression pour l'individu qui peut, dans certains cas, conduire à maquiller éventuellement des chiffres ou procéder à d'autres, je dirais, manipulations de nature frauduleuse. Alors, au-delà de la pression sur les individus, il y a également des opportunités nouvelles créées par l'instabilité économique. Quelles sont ces opportunités? Alors, ces opportunités, ça va être, par exemple, une diminution ou une limitation des coûts et des investissements dans la fonction de conformité, dans les budgets et notamment dans les effectifs dédiés au contrôle interne, à la conformité et plus généralement à la lutte contre la fraude. Quels sont pour les entreprises les risques les plus sensibles en matière de fraude interne? Alors, on retrouve les grands classiques qui sont par exemple le détournement d'actifs. Alors le détournement d'actifs, ça va de la simple fraude aux notes de frais jusqu'au vol d'informations confidentielles, au vol de fichiers clients. Donc c'est un domaine très vaste et je dirais qui est historiquement est très développé dans les sociétés. Mais il y a des domaines plus spécifiques qui se sont fait jour plus récemment parce que, je dirais, la législation a évoqué ces sujets très largement. Il y a notamment le sujet de la corruption, avec la loi Sapin 2 qui a, je dirais, mis à jour un peu ce phénomène en France. La corruption, le blanchiment, les manœuvres anticoncurrentielles, et puis un type de fraude qui se fait, je dirais, plus prégnant aujourd'hui, c'est tout ce qui est la violation des sanctions internationales et le non-respect des embargos, où là, il y a effectivement un sujet qui devient important suite notamment à la guerre en Ukraine. Alors, vous venez d'évoquer les risques de fraude. Comment les entreprises peuvent-elles se protéger? Alors, le maître mot, c'est la prévention des risques. Donc, ça passe par
un ensemble de mesures destinées à maîtriser, à connaître d'abord les risques de fraude auxquels la société est je dirais, peut-être victime. Et au-delà de la maîtrise des risques de fraude, ça va être effectivement également un engagement de la direction qui doit être extrêmement important en faveur de la lutte contre la fraude. Donc cet engagement doit se traduire dans les mots, c'est le fameux tone at the top des dirigeants, mais également dans les faits pour libérer et accorder, je dirais, des crédits suffisants, des investissements dans la fonction conformité. Un autre sujet qui est moins classique, je dirais, c'est également investiguer les cas de fraude qui se font jour dans la société. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment fait-on? Alors, il faut investiguer pour établir les faits à la demande de la direction. La direction doit s'accompagner à la fois de ressources internes, mais également, quand les sujets le justifient, je dirais, les sujets les plus sensibles, ne pas hésiter à se faire accompagner en externe par des professionnels de l'investigation afin d'établir les faits en toute indépendance, puisque c'est un sujet absolument clé, c'est l'impartialité et l'indépendance de ces enquêtes internes. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud, merci de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.